d'être venus aussi nombreux pour cette troisième et dernière conférence du cycle des Vendredis du patrimoine, deuxième volume. Donc on a résolu le petit souci du manque de place. On est encore désolé pour les semaines précédentes pour les gens qui avaient passé la conférence debout. Et merci à la réactivité des services techniques de la mairie de Sigean qui a pu amener des chaises supplémentaires. Je voudrais remercier encore Michel et Fabienne pour leur récit de la semaine dernière, voilà, sur l'histoire de Sigean et la révolte de 1917. Et remercier aussi le conférencier de ce soir, M. Jean-Michel Sauger, ancien conservateur en chef du patrimoine et notamment co-auteur du livre Cave coopérative en Languedoc-Roussillon. Voilà, donc le titre de la conférence de ce soir. Je ne m'attendais pas plus et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci. Vous entendez comme ça? Oui. Merci de m'accueillir en ces lieux. Donc, le sujet proposé ce soir, les coopératives vinicoles de l'Aude. Donc, comme le disait votre président, c'est le fruit d'un travail d'équipe que nous avons mené il y a déjà pas mal d'années, 15 ans, pour faire court, donc dans le cadre de l'inventaire au Conseil régional de Languedoc-Roussillon de l'époque. Donc, la coopération, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, enfin sur la coopération aussi, mais le sujet du... Pardon, excusez-moi. Voilà. Sur le contexte, pardon. Vous avez eu la semaine dernière la conférence de Fabienne qui vous a parlé de la révolte de 1907. Eh bien, la coopération est un peu l'enfant de cette révolte, même si les germes sont apparus avant cette grande crise. En ce qui concerne la coopération, je vous propose ces deux publications qui sont de Mme Gavinier-Fontaine, la spécialiste de la coopération en Languedoc, un article sur les cartes coopératives du Languedoc, donc un fascicule de 50 pages qui fait une bonne synthèse. Et pour ceux que cela intéresse, j'aconseille l'autre ouvrage de Gavinier-Fontaine, Le Languedoc viticole, la Méditerranée et l'Europe au siècle dernier, donc au 19e et 20e siècle. C'est une excellente synthèse sur le monde du vin en Languedoc depuis les origines et jusqu'aux années 2000. Donc c'est vraiment un excellent ouvrage qui vous remet le contexte, y compris celui de la coopération. Les caves vinicoles en Languedoc, ce sont quand même 582 coopératives. C'est énorme. Pour vous donner une idée, c'est qu'en France, on a un peu plus de 1000 coopératives viticoles recensées, 1200 coopératives viticoles recensées. C'est donc vous dire que pendant un temps, le Languedoc représentait la moitié de ce parc coopérateur. Les coopératives, ce sont également 142 établissements dans l'Aude. Et là, c'est à peu près le quart du nombre de coopératives totales de Languedoc. Ça vous montre 4 départements producteurs et le quart dans l'Aude, c'est quand même énorme. Les Pyrénées-Orientales n'en ont que 110, alors que l'Hérault, qui est le plus grand département, 160 et le Gard avec le même nombre. Donc, c'est vous dire que l'Aude n'a pas à rougir au niveau de la coopération et s'est retrouvé en tête, très vite en tête. Le contexte de la coopération, en gros, c'est pour si vous avez en mémoire ce qui a été dit la semaine dernière, on est dans une crise viticole très grave à partir de la fin du 19e siècle. Et un certain nombre de personnes en Languedoc et ailleurs en Provence se sont posé la question de savoir comment faire pour arriver à vivre de son métier de vigneron, de viticulteur plus tard. Et donc la coopération, c'est avant tout une réaction à l'individualisme, et c'est également une réaction qu'on retrouve à travers toute l'Europe. En Allemagne, on le retrouve également dans les pays de l'ancienne Yougoslavie, on le retrouve en Italie, on le retrouve en Espagne. Donc c'est vous montrer que la coopération émerge un petit peu partout à cette même époque, entre la fin du 19e et le début du 20e. C'est un mouvement international.
Le contexte profond ici en Languedoc, c'est une crise viticole qui est énorme. Les gens ont subi la crise et n'arrivaient plus à en vivre. Et c'est surtout la réaction contre le négoce du vin qui tenait le haut du pavé. Et donc, ce négoce ne laissait aucune chance aux vignerons de pouvoir le vendre correctement. Chaque fois qu'une quantité de vin était en vente sur le marché, le négociant avait l'habitude de dire « Oh, votre vin, il pique ». Et donc, forcément, le coût de la barrique chutait et le négociant l'achetait à bas prix pour le revendre avec un bénéfice très important. Et donc, l'idée de pouvoir résister aux négociants et l'idée de pouvoir vivre de son métier, ça a été de s'unir de façon à pouvoir disposer d'outils importants, nécessaires, qui permettent de produire un vin de bonne qualité. On retrouve à l'initiative de la coopération un certain nombre de noms qui vous disent peut-être rien, mais qui sont relativement importants pour le mouvement. Le premier, c'est Edmond Zakharevitch. C'est un architecte. Il est architecte départemental du Vaucluse. Et dès 1902, il a publié une brochure pour vanter les bienfaits de la coopération. À cette époque, aucun établissement n'existe. Donc, c'est vraiment le théoricien en la matière. Dans le département de l'Hérault, c'est une autre personne, Élie Ravel, qui va lancer une véritable croisade en faveur de la coopération. Élie Ravel, c'est un marchand de boissons. Et non seulement il prône la coopération, mais il passe à l'action en créant la coopérative de Marcillargues en 1910. C'est celle que vous avez en photo. Et un autre personnage important, c'est Pierre Paul. C'est un ingénieur architecte qui est installé à Sète et il va construire 5 coopératives. La première, à Marossan, c'est la première coopérative européenne. Il va également construire celle de Bonpas, de Maury, Estagel, Espira. Et donc, en 1912, il publie un ouvrage où il démontre que la coopération peut permettre aux petits vignerons de rivaliser avec les grands propriétaires et donc de pouvoir mettre en vente des vins de qualité. Le même Pierre Paul, c'est lui qui est également l'auteur de cette cave coopérative que vous avez en bas à droite, cette cave pseudo-médiévale. En fait, il a réussi à la construire à Aigues-Mortes au pied des remparts. Et la cave, ça a fait un scandale à l'époque, ça a failli dégénérer en guerre civile sur Aigues-Mortes au moment où la cave coopérative s'est créée. Et elle n'a été démolie qu'il y a quelques années. Donc, pour ceux qui connaissaient Aigues-Mortes, elle était à l'arrière de la ville, mais de l'autre côté du boulevard qui longe les remparts. Donc, vous dire que la cohabitation a été un peu rude. Autre personnage important qui, lui, a réussi à développer dans son département du Var la coopération, c'est Arnal, un autre architecte départemental et qui se fait vraiment le chantre de la coopération, et en soulignant tous les avantages que peuvent avoir ces établissements, c'est-à-dire des installations modernes, propres, aérées, l'outillage perfectionné, où se fait à peu de frais, important, un vin de qualité et de bonne conservation. Et pour mettre en application ces théories, il publie dans son ouvrage le plan de la cave de la Matavonienne à Cabas. C'est une cave qui a été construite en 1912 et qu'il érige en modèle de cave. Pour que la coopération puisse se développer, il fallait l'envie locale, mais il fallait aussi un cadre administratif et juridique précis. L'État a mis en place le cadre juridique et il a mis également le cadre administratif en créant le service de génie rural au sein du ministère de l'Agriculture, et c'est ce service qui va gérer et qui gère encore maintenant, il ne s'appelle plus génie rural, mais c'est toujours le ministère de l'Agriculture qui gère les caves coopératives. Le service assure bien sûr le suivi technique, le conseil économique, le juridique de la société. Mais dans l'Aude, contrairement à ce qui se passe dans le Gard, le génie rural ne diffuse pas de plan type. Il laisse pleine liberté aux architectes de créer leur cave coopérative. La seule chose qui est recommandée, c'est d'éviter le luxe et l'ostentatoire.
Pour le reste, les architectes ont relativement une main libre pour le faire. Dans le Gard et une partie de l'Hérault, c'est totalement différent. On voit un plan de cave qui se développe à partir des années 1920 et qui représente plus de 60% des plans diffusés. Et là, manifestement, c'est l'ingénieur des services du génie rural qui a diffusé ce plan et qui a dirigé les constructions et orienté les architectes vers cette forme de plan. Le génie rural, son rôle est aussi important. Avant la guerre de 14, c'est lui qui agrée les architectes et les inscrit sur une liste très fermée. Les architectes se battent à l'époque pour pouvoir entrer sur cette liste. Après la guerre de 1914, le génie rural se borne à agréer l'architecte qui a été choisi par le conseil d'administration de la cave. Donc déjà, il libéralise un peu sa position. Et après après 1945, en fait, c'est le conseil d'administration qui a toute liberté de choisir l'architecte qu'il veut. Donc, vous voyez, la mainmise de l'État sur le choix de l'architecte se libère petit à petit. Autre élément aussi important dans le développement de la coopération, c'est la présence du crédit agricole qui va jouer un rôle essentiel puisque sur 293 caves créées en 1927, sur 357 caves créées en 1927, il en subventionne 293. Il faut vous dire quand même que son rôle est essentiel et il n'a pas perdu ce rôle que récemment. En Languedoc, le mouvement de la coopération est relativement lent à démarrer. La première cave coopérative qu'on connaît, c'est Marossan, et il est suivi par Tavel en 1905. Et ensuite, en 1907, on passe dans les Pyrénées-Orientales. Il faut attendre 1909 pour voir la première cave coopérative créée dans l'Aude, c'est celle de Lézignan, on y reviendra tout à l'heure, vous l'avez en bas à droite. Et en 1910, on voit 6 nouvelles caves, 4 dans les Pyrénées-Orientales et 2 dans l'Hérault. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup parce que, en fait, si on compare avec la province voisine, on s'aperçoit qu'en Provence, à la même époque, vous avez rien que dans le département du Var, vous avez presque 40 coopératives qui sont créées. Par rapport au vin qu'on trouve ici en Languedoc, vous voyez déjà un département qui est nettement plus dynamique. Entre 1916 et 1925, vous avez 150 coopératives créées, vous n'en avez que 120 en Languedoc. Et il faut attendre la décennie 1926-1935 pour voir le Languedoc vraiment décoller et obtenir son maximum de création à cette époque, puisque nous avons 185 cas créés dans les 4 départements. Si on détaille cette courbe par département, on s'aperçoit que le département du Gard et le département de l'Aude sont des départements qui sont en flèche au niveau des créations, c'est-à-dire qu'entre 1926 et 1935, nous arrivons au sommet de la courbe, alors que l'Hérault va attendre la décennie suivante pour se développer. Donc vous avez un décalage, mais c'est ce décalage qui va permettre en fait de poursuivre le développement de la coopération. Il y a tellement de caves créées qu'on a parlé à un moment donné de village, une copée. C'est un slogan qui s'est beaucoup développé, notamment dans l'Hérault. Et quand on voit cette carte, on s'aperçoit effectivement que le nombre de coopératives est énorme. 582 coopératives, c'est la plus grande concentration au monde, mais il faut reconnaître qu'à cette époque-là, le Languedoc est le plus grand vignoble mondial. Donc, il y a une péréquation évidente entre les deux. La place des coopératives dans la production, il faut attendre les années 1990 pour voir la production nettement surpasser devenir dominante, c'est-à-dire que la production de vin atteint les 70% de la production totale du vin en Languedoc, et en 2022, c'est 80% du vin produit en Languedoc qui est issu des caves coopératives.
Et actuellement, les caves coopératives ne représentent que 200 établissements sur l'ensemble du Languedoc. Donc vous voyez un peu la part que peut occuper le vin là-dedans. Alors maintenant, venons-en aux bâtiments eux-mêmes. Une coopérative, c'est quoi? C'est avant tout un bâtiment dans lequel les vignerons vont apporter leur vendange et la vendange va être vinifiée par du personnel spécialisé qui est embauché par la coopérative. Les viticulteurs s'occupent de la vigne jusqu'aux vendanges et après les vendanges, c'est la coopérative qui prend le relais. Alors là, en ce qui concerne la production du vin, au départ de la coopération, nous avons deux écoles. Une école à Marcillac où la production de vin est assurée par la cave coopérative, mais la vente se fait propriétaire par propriétaire. Un propriétaire qui a amené 100 hectos à vinifier a 100 hectos à vendre et c'est lui qui s'occupe de la vente. Et ça, c'est par exemple le cas de Marcillac. D'autres coopératives, ils décident de mettre en commun la totalité et donc les vignerons apportent le vin, la cave vinifie le vin et la cave vend le vin et ensuite distribue les bénéfices. Donc ça, c'est un mouvement qui s'est avéré relativement minoritaire jusqu'aux années 60. Ensuite, donc, je parlais d'une coopérative, c'est un bâtiment. Là, vous avez un plan, c'est la cave de campagne sur Aude, c'est un petit village des Corbières. Donc, vous avez un bâtiment avec les quais d'apport de la vendange, vous avez le hall de travail dans lequel vous avez les pressoirs et vous avez les cuves ici réparties donc pour la vinification et ensuite pour le stockage. Et donc, nous avons cet ensemble ici et nous avons des locaux qui permettent de regrouper le labo œnologique et les bureaux si besoin est. En ce qui concerne l'architecture, en fait, nous avons une variété de formes importante sur le plan régional, un peu moins dans l'Aude. Dans l'Aude, vous avez des bâtiments allongés avec ce qu'on appelle des vaisseaux longitudinaux, c'est-à-dire on travaille dans le sens de la longueur du bâtiment. Vous avez, c'est le plan qui est très majoritaire, presque 50% des caves coopératives de l'Aude appartiennent à ce type-là. Et vous avez d'autres caves où on va utiliser le bâtiment dans le sens transversal. Et c'est donc le vaisseau transversal. Ça ne change rien au travail. Simplement, quand vous avez un vaisseau de ce type, il est facile d'agrandir le vaisseau en agrandissant le bâtiment par derrière. Quand vous avez ici des vaisseaux transversaux, vous ne pouvez que construire de nouveaux vaisseaux. Et donc, ça suppose de construire chaque fois un bâtiment nouveau. C'est la seule différence. Vous avez aussi la présence ou l'absence d'avant-corps. L'avant-corps, il n'est pas nécessaire dans la structure de la cave, mais souvent il permet d'abriquer les quais à l'étage, le logement du directeur ou du responsable de la cave et les bureaux pour l'administration. Donc la plupart des caves coopératives disposent de cet avant-corps. Autre type de plan, et ça c'est le plan dont je vous parlais tout à l'heure, un plan centré dans le Gard, c'est celui qui représente plus de 50% des caves du Gard et une partie de l'Hérault. Et sinon, vous avez des bâtiments avec des avant-corps un peu différents, et donc qui peuvent varier. Ça fait des sous-types, mais on reste toujours dans un type principal qui est celui du vaisseau centré. Venons-en maintenant aux architectes qui se sont occupés donc de travailler de construire ces caves coopératives. Donc une cave coopérative, elle dispose d'un conseil d'administration et d'un président, et c'est le conseil d'administration qui va décider du choix de l'architecte. Et donc au début, comme je vous le disais, l'architecte est choisi sur une liste qui est dressée par le service du génie rural. Et avant la guerre de 14, on est obligé de puiser dans cette liste. Après, on pourra avoir plus de liberté. En ce qui concerne l'Aude, en fait, le début de la coopération se fait sous l'égide de Reverby, qui est un architecte de Narbonne, qui était installé donc, en ville, et on le verra tout à l'heure, il a construit énormément de caves. Et pendant les deux premières
du, du siècle, c'est Reverdy qui va obtenir l'essentiel des marchés. La première cave qu'il construit à Lézignan-Corbière, c'est une cave assez complexe d'un style architectural plutôt éclectique, avec l'utilisation de la brique, dans l'architecture, la modénature, et de la pierre. À Lézignan, ce qui est intéressant, c'est que la partie vinification occupe un bâtiment de plan carré, avec les cuves disposées autour de ce carré, tandis que vous avez le chai de vieillissement ici, et vous avez les bureaux ici, le chai de vieillissement ici. Donc ça, ce sont des agrandissements qui ont été construits par la suite. Donc voilà le plan à l'intérieur. Vous avez ce plan centré. Et chose intéressante, c'est le seul architecte qui utilise un lanterneau pour éclairer le vaisseau. Il va faire preuve pendant quelques années Reverdy va faire preuve d'un certain nombre d'innovations. La deuxième, c'est à Paziol, un bâtiment toujours de plan carré, il le construit en 1914. Ici, donc, une couronne de cuve avec un îlot central qu'on peut voir ici, un îlot central qui permet de stocker, de fabriquer des assemblages. Et ce que vous pouvez voir ici, les traces de serraille, c'est un chemin de fer à voie étroite qui permettait de distribuer la vendange, de sortir le mou, et donc tout était fait sur rail, et ça évitait des problèmes de pompe qui étaient très onéreuses à l'époque. En 1914, la cave est construite en 1914, sauf que la cave s'arrête à la hauteur des cuves et la guerre éclate. Donc la mobilisation générale, tout le monde part à la guerre, et pendant des années, jusqu'en 1917, la cave va rester comme ça, les cuves à l'air, et donc ça pose des gros problèmes de conservation du vin, ça pose d'énormes problèmes. Et le président de la cave de l'époque, qui bien sûr était sur le front, il était capitaine, va obtenir une permission, et il a réussi à négocier avec un autre architecte, Julien Charpeil, la construction de la charpente. Et cette charpente va être installée en béton. C'est ce qu'on appelle les charpentes de type Henbik. Henbik étant un architecte belge qui a inventé en fait des charpentes imitation bois en béton armé. Et c'est donc une innovation qui est relativement unique dans le coin, et c'est même la seule de ce type. Après la guerre, en 1920, il va construire, donc voilà la cave de 1914, il va construire une deuxième cave. Entre 1920 et 1923, il va reprendre encore une partie en béton, mais cette fois, il va utiliser une charpente métallique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1921, il construit une cave à Karamanli, dans les Pyrénées-Orientales, qui est en fait la réplique de cette cave de 1914. Sauf qu'il la surmonte d'une charpente métallique, il utilise toujours le lanterneau, mais vous voyez, le support de la charpente métallique, c'est le même type qu'à Paziol. Donc on a une parenté évidente entre les deux. Il va construire jusqu'en 1924 une série assez limitée de caves, mais d'Urban, Tuchan, Embresse et Castelmois, Cosne-Minervois, Barbera, ce sont des caves qui ont toutes cette aire de parenté. Si vous le voyez, vous avez toujours cette petite demi-croûte, vous avez toujours cet avant-corps qui est plaqué sur le bâtiment. Vous avez donc l'avant-corps et ici les caves et les agrandissements successifs qu'on peut voir par la suite. Et donc, vous voyez des rangées de cuves qui sont centrales sur un seul niveau. À Cosne, il va reprendre l'idée qu'on avait à Lézignan, c'est-à-dire un bâtiment centré avec une couronne de cuves. Et ces cuves-là, ce sont des cuves enterrées, donc sous le sol, qui permettent les assemblages. Et on fait circuler le vin pour les assemblages, on fait circuler le vin par gravité. Donc ça limite l'utilisation de la pompe. Et ensuite, après 1924, en fait, Reverdy va simplifier son travail, il va utiliser une architecture beaucoup plus industrielle, comme vous pouvez le voir. Il va avoir des bâtiments simples avec des vaisseaux allongés et des avant-corps. La seule chose qui permet d'identifier ces bâtiments, c'est qu'il a toujours des traits communs avec ces architraves qui sont saillantes,
Et donc, c'est un peu sa marque de fabrique. Et quand on n'a pas réussi à trouver le nom du constructeur, la comparaison avec ces éléments architecturaux permet de lui attribuer avec une certaine certitude. Alors, Reverdy, donc c'est cette couleur-là. Je ne vous dirai pas laquelle, étant donné daltonien, donc vous allez crier si je vous le dis. Voilà. Il a construit toutes ces caves dans l'Aude, une soixantaine de caves, ce qui est quand même énorme, puisqu'à l'époque, ça représente quand même 40% de l'ensemble. Et donc, il a laissé une marque importante, mais ce sont des caves type bâtiment industriel, plus qu'autre chose. Et pendant cette décennie d'après-guerre, 1920-1930, en fait, il n'a pas de concurrent. J'ai retrouvé dans les archives deux seuls architectes, Baptiste Rouard, qui est un illustre inconnu, enfin on a retrouvé quelques traces dans le registre des architectes d'avant-guerre. Donc il a travaillé à Narbonne, il s'est installé ensuite à Perpignan et en terre de vue. Donc c'est lui qui construit la cave de l'E4, la cave qui n'existe plus. Le bâtiment, c'est ce bâtiment-là qu'il construit donc en 1921. C'est ce bâtiment-là, vous voyez, un bâtiment industriel avec ici les locaux administratifs et les quais sont rejetés à l'arrière. Donc un bâtiment très simple et ensuite, quelques années après, le bâtiment a été doublé. Autre architecte qu'on voit, lui est beaucoup plus connu, c'est Edmond Lénard. C'est un architecte de Montpellier. Il a travaillé sur plusieurs départements. Il a travaillé dans le Gard, il a travaillé dans l'Hérault et il a travaillé un peu dans l'Aude. En fait, dans l'Aude, on lui doit une seule cave, c'est ici, c'est la cave de Parazat. Et en fait, cette cave n'était pas signée, c'est-à-dire je n'ai pas retrouvé de dossier. Simplement, vous voyez, c'est une toute petite cave. Il utilise un plan en fer à cheval avec un espace central. Les quais sont à l'arrière, ils sont en haut de la... Il y a une dénivellation importante ici d'un étage, donc les quais sont là et on peut apporter par gravité les vendanges. Mais il a, vous voyez, vous notez cette baie géminée ici sur le mur pignon. En fait, c'est la signature de Lénart. Et toutes les caves de Lénart disposent de ces ouvertures. Donc ça, c'est une signature qui est imparable. Donc on a pu lui attribuer ça. Et ensuite, un collègue a dépouillé les carnets de Lénart relatifs à ses travaux architecturaux et il a retrouvé effectivement une trace de son intervention par hasard. À partir de 1930-1939, donc c'est là où on va rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire que les coopératives vont se développer très vite. On le voit ici, donc dans ce diagramme, vous voyez, avec ce pic de construction, donc ça va avancer très vite. Et on va avoir des constructions qui sont assez banales, comme ici, cette cave coopérative ou des types industriels qui n'a rien d'exceptionnel. Puis vous avez ce type de bâtiment. On a du mal à imaginer une cave coopérative, et pourtant c'en est une, et elle est bien documentée, on y reviendra tout à l'heure. Ici, on a plutôt l'impression d'avoir un silo à grains, et c'est pourtant une cave coopérative, et les coopérateurs qui l'utilisent en sont très satisfaits parce que le travail est rationnel. On va avoir des architectes qu'on peut qualifier de plus traditionnalistes, c'est-à-dire ils n'ont pas beaucoup d'imagination et ils vont produire des œuvres qui ne sont pas exceptionnelles, en tout cas qui ne laisseront pas un souvenir impérissable. Le premier, c'est Jean-Félix Tabourièche, qui est un architecte de Carcassonne. Il va construire, vous voyez, le premier bâtiment qu'il construit, c'est un bâtiment de type industriel, en plus avec armature de fer. C'est ce bâtiment qu'on voit ici, donc qui est quelque chose de vraiment très banal. On lui connaît au moins 5 caves entre Carcassonne et la vallée de l'Aude. Donc les caves de Puchéric, celle de Zig notamment. Bon, ce sont des bâtiments, vous voyez, ici on a quand même cette connotation art déco, mais on ne peut pas dire que la recherche architecturale a été poussée à son comble. Mais il a travaillé un certain temps. Ce qui est dommage chez cet architecte, c'est que chaque fois qu'il a proposé des projets novateurs, ils ont été refusés. Ils n'ont pas été acceptés. Donc
Vous avez par exemple ici un projet pour la cave coopérative de Mou. Donc vous voyez très, très typé art déco avec ses frontons cintrés interrompus. En fait, on a presque l'impression d'être en face d'un hangar d'aviation du Bourget, mais pendant la belle époque, avec le décor. Pour la même cave, en 1955, il change complètement d'optique. Il propose un projet comment dirais-je, ça y est le terme, mais pas moderne, régionaliste. Voilà. Donc, et ça, c'était quelque chose qui a été à la mode, on y reviendra. Mais en 1955, on a arrêté de construire on a arrêté ce style. Autre architecte lui, Narbonnais, donc Henri Gibert, on retrouve sa trace en tant qu'architecte de communes, donc délégué pour des communes. Il assurait beaucoup de travaux urbains. Il a travaillé un peu sur Narbonne, mais surtout des communes comme Arc-Rignan et autres. Il construit, lui, un certain nombre de caves, Camplon, Argeliès, Luc-sur-Orbieu, Cuxac, Narbonne, Montredon, les Corbières, Puissant, Roquefort-des-Corbières. Donc, chaque fois, vous avez des bâtiments qui sont relativement très simples, avec la présence de croupes. Ça, c'est la signature de Gibert. Mais vous avez également ces grands avant-corps ici, là, la cave de Narbonne, pour ceux qui l'ont connu. La cave de Luxembourg est son premier opus, donc là c'est encore balbutiant, mais toujours cette connotation industrielle qui n'a pas peu d'intérêt architectural. Il a aussi des goûts un peu vieillots. Il est disparu assez rapidement, à 51 ans, il est mort, alors qu'il travaillait sur la cave de Florido. Il a relevé la porte de cave du chef de Védillan, à côté de Moussan. C'est une des plus belles caves de Languedoc, une cave privée, une très belle cave privée, et il l'a reproduit à Fleury sur une extension. Voilà la photo de cette porte. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination, mais qui a introduit quelques éléments intéressants. Autre architecte, Émile Cambiès, c'est un architecte toujours narbonnais, puisque en fait c'est surtout Narbonne qui ressort ici. Il construit 6 ou 7 caves, dont celle de Fabreson de l'Ornaison. Et comme vous pouvez le voir, on a toujours le même type de bâtiment. Alors lui, il est plutôt spécialisé dans les vaisseaux transversaux, c'est-à-dire qu'il vient adosser ses avant-corps sur le mur goutreau de la coopérative et non sur le mur pignon comme ici. Et vous voyez donc chaque fois qu'il construit un bâtiment, il adosse à l'arrière. Et donc ce type de plan, on le retrouve à Villeneuve-Minervois avec 11 vaisseaux successifs pour la même cave coopérative. Ça donne un bâtiment qui est immense. Et donc Émile Cambiès, il construit des caves qui sont pas inspirantes et surtout, je me suis aperçu qu'il avait travaillé pour l'architecte Reverdy et en fait, c'est pour ça qu'un certain nombre de ces caves ressemblent à celles de Reverdy. Et ici, par exemple, c'est une cave de Saint-Marcel, c'est Reverdy qui en est l'architecte. Mais j'ai retrouvé les plans dans des archives et les plans sont signés par Cambiès. Donc, manifestement, Cambiès a travaillé pour Reverdy et quand on arrive à Coursan, ici, à la vinicole coursanaise, le procès-verbal de réception des travaux a été signé par Cambiès au nom de Reverdy. Donc, on a quand même une affiliation directe. Autre architecte, alors lui est beaucoup plus prolixe, c'est René Villeneuve, donc toujours un architecte narbonnais. On le voit apparaître dans la coopération à partir de 1931 et il va travailler jusque dans les années 60. Donc pendant plus de 30 ans, il va construire des caves. Il en a construit une cinquantaine. Donc ce qu'on peut noter, les premières caves qu'il produit ici à l'Eurodorte, on ne peut pas dire que ce soit un chef-d'œuvre d'imagination, mais c'est un bâtiment industriel et qui fonctionne. Il reproduit le même plan à Marseillais et on le retrouve également à la Redorte puisque le premier vaisseau est celui-là. Donc simplement, il l'agrémente après d'un avant-corps en 1932.
ses débuts sont relativement, j'allais dire, académiques, c'est-à-dire qu'il construit du bâtiment industriel. En revanche, à partir de 1933, là, il va changer complètement de registre. On est à Sijan, peut-être que ça vous dit quelque chose, vous avez peut-être entendu parler de ça. Il va proposer une cave totalement novatrice, donc un immense bâtiment en béton avec une voûte segmentaire qui est totalement indépendant des cuveries. Et ensuite, il va aménager les cuves sur 2 niveaux. C'est une révolution dans l'Aude parce que, en fait, dans l'Aude, la tradition, c'est d'avoir toutes les cuves au sol. Et donc, on a un seul niveau de cuve dans les caves, alors que dans l'Hérault et dans le Gard, systématiquement, les cuves sont disposées sur 2 niveaux. L'avantage d'avoir des cuves sur 2 niveaux, c'est qu'on divise la surface utile par 2. Et donc, ça explique cela. Ensuite, ces cubes sont distribués par des escaliers, des passerelles. Donc, c'est vraiment novateur. Et vous voyez cette voûte en béton segmentaire, c'est quand même d'une portée importante. Donc, il a simplement ses entrées et ses contrefiches qui soutiennent la voûte. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau et unique en Languedoc-Roussillon. C'est aussi le début de la construction en béton dans les villes, sur les grands chantiers. Donc, on voit qu'il est quand même un novateur. Et la même année, il va proposer à Canet le même type de plan. Si vous faites abstraction de ce vaisseau transversal et de l'avant-corps, si vous regardez à l'intérieur, vous retrouvez le même voile en béton avec les entrées et les contrefiches qui soutiennent une voûte indépendante des cuves. Et vous voyez ici, on a le noyau central de la cave, et vous avez les escaliers de desserte et vous avez les galeries de circulation. Donc c'est quelque chose de vraiment très novateur. Il a travaillé avec Papineschi. Pour la petite histoire, Papineschi donc, est un grand entrepreneur, enfin une grosse boîte installée à Béziers. Et un des amis architectes de René Villeneuve, qui s'appelle Paul Bress, on le verra tout à l'heure, Paul Bress a épousé la fille Papineschi. Donc vous voyez, on travaille en famille à l'intérieur du métier. Alors Villeneuve a commencé à travailler dans l'Aude, et à partir des années 1936-37, il va surtout travailler dans l'Hérault. Mais les solutions qu'il a proposées, notamment, vous voyez cet avant-corps à Canet, avec cette façade bombée, vous la retrouvez à Magala en 1938. Donc il duplique ses réalisations. Ici, vous avez un bâtiment, un avant-corps plaqué sur un vaisseau transversal avec ses frontons. Vous le retrouvez ici, à Montagnac. Mais ensuite, il va développer des séries beaucoup plus homogènes. Donc, je vous ai mis quelques exemples en haut des caves de l'eau. Saint-André de Roquelon, là, qui est donc avec cet avant-corps assez simple, avec les vaisseaux transversaux derrière. Vous avez la cave d'Argeliès, qui, elle, en fait, est un peu plus complexe parce que l'avant-corps est plaqué sur un vaisseau qui part sur la droite. Et c'est là, Villepinte, complètement différent. Donc là, Villepinte, c'est à l'ouest de Carcassonne, donc vraiment à l'extrémité du Guyane. Et vous avez des réalisations qui ne sont pas inintéressantes, notamment celle-là, parce qu'en fait, on va les retrouver dans d'autres réalisations. Et ce type de cave que Villeneuve construit dans l'Hérault, vous voyez, c'est totalement différent. Ce sont des bâtiments de plan centré avec les avant-corps intégrés et les cuves derrière. Et il a construit une douzaine de caves de ce type dans l'Hérault, aucune dans l'Aude. Et donc, Villeneuve, voilà, c'est cette couleur, vous voyez. Il travaille ici, il a travaillé dans l'Hérault, beaucoup dans l'Hérault, mais il a travaillé en Corse, il a travaillé dans le Vaucluse, il a travaillé en Haute-Garonne, et on le retrouve également dans le Gers. Donc, c'est le seul architecte qui se soit, j'allais dire, exporté là. Un autre architecte qui, lui, s'appelle Marcel Hérence, il a
pas beaucoup travaillé. On le retrouve à Courson, à Moussan, à Florideau, Dardisson et Montolieu, c'est tout. Et donc, on le voit apparaître pendant 3 ans. Il a construit la cave de l'Espérance. Le premier volet, c'est celui-là, le premier bâtiment. Et si je vous dis que cette cave est celle-ci, vous aurez peut-être du mal à me croire. Et pourtant, si vous regardez les fenêtres de ce bâtiment-là, ça correspond à ça avec le fronton rasé. Il a rasé également l'avant-corps, il a complètement fait disparaître les fenêtres, et il a construit un troisième vaisseau ici. Excusez-moi, c'est pas Marcel Hérance qui a fait ça en 1960 parce qu'il était mort, c'est Paul Bress qui a repris la cave et l'a complètement remodelé à sa manière. Donc vous voyez, en haut, en bas, c'est le même bâtiment, simplement ils ont été transformés par l'architecte. Voilà les réalisations d'Hérance. En fait, vous voyez, c'est très art déco avec ces deux tours à Fleury, cette tour unique à Ruissan, et ici la dernière cave à Montolieu qui est un peu plus banale, mais qui reprend un peu le même principe du vaisseau transversal. Donc quelque chose de banal en bas, mais d'intéressant en haut. Enfin, Gaston Ladouce, lui, c'est un architecte plutôt ingénieur. Il a construit 12 caves dans l'Aude, dont celle d'Ouveillan, de Villassan, qui a disparu, de Tros. Ce sont toutes des caves du même modèle, mais il est surtout connu pour avoir déposé des brevets. Vous vous rappelez, je vous ai montré tout à l'heure cette cave. Voilà ce que ça donne en coupe. Et il a en fait déposé un brevet en 1938. Donc en fait, pour lui, il supprime les murs latéraux, il supprime la charpente, il supprime la couverture, il supprime les couloirs, il supprime les enduits, il superpose les cuves et surtout, il les sépare par des niveaux de circulation. Donc le premier principe, c'est d'avoir des pompes puissantes pour amener le mou, les raisins dans les cuves en haut, et après tout se fait par gravité. Et donc, si vous demandez à un viticulteur de Douzins comment il trouve son outil, pour lui, c'est le meilleur outil qui puisse exister en matière de vinification. Donc, c'est assez curieux parce que ça nous paraîtrait, nous, un peu bizarre tout ça. Mais alors, 1938, toujours, non seulement il a déposé le premier brevet, il dépose un second brevet avec cette configuration-là. Donc, l'escalier ici, les cuves qui sont distribués là, avec toujours ces étages de superposition. Et il revient, c'est la cave de Moussoulins qui est le prototype qui a été construit. Mais ensuite, Saint-Hilaire Saint-Hilaire ici reprend le même principe avec un étage de circulation. Et vous voyez les cuves. On peut accéder aux cuves du bas par ici. Et vous avez la sortie des cuves supérieures. Donc, quelque chose qui est vraiment un outil pratique. Et il le développe dans une petite dizaine de caves. Simplement, en même temps que la Douce se développe ses projets un peu désorganisés, j'allais dire désarchitecturés, de l'autre côté de la région, et on va assister à une petite révolution, c'est-à-dire à l'apparition du régionalisme dans l'architecture des caves. Le premier mouvement est né en 1937 à l'exposition internationale de Paris, où deux architectes, Cloutier et Ricôme, proposent le pavillon du Languedoc, donc quelque chose d'assez novateur, d'assez hardi, très régionaliste, avec des scènes ici. Et en même temps, Cloutier, donc cet architecte, va proposer cette cave coopérative à Tavel en 1937, et cette cave a été inaugurée par le président de la République à l'époque. C'est une cave qui est spécialisée dans les vins rosés dès 1937. Vous voyez, par rapport, si vous comparez avec les caves précédentes, et même ce type de cave, on a du mal à imaginer qu'on a affaire à une cave coopérative. Donc le Cloutier va construire un certain nombre de caves, et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un arrêt brutal de la construction. Bon, il n'y a plus d'argent, la France est occupée, mais surtout le métal, l'acier
est rare, puisque les Allemands le réquisitionnent. Donc, il y a très peu de construction. On a une dizaine de caves construites dans l'Hérault, mais aucune dans l'Aude, si ce n'est ce pavillon, enfin ce second vaisseau de la cave de Coursan, qui est construit en 1942. C'est la seule construction qu'on ait, il n'y a même pas d'agrandissement signalé pendant la guerre dans les caves de l'Aude. Et ensuite, après-guerre, le mouvement va reprendre, mais bien sûr, il n'a plus la même force. Beaucoup de villages sont déjà équipés. Et ensuite, l'argent va manquer pendant quelques années. Et donc, on va voir réapparaître des maîtres d'œuvre qui ont travaillé avant-guerre. Carbrouillèche, Gilbert, Hérence, excusez-moi, c'est une erreur, parce que Hérence a disparu et il n'a construit aucune cave. Et Villeneuve et la Douce. Donc, ils reprennent ces chantiers. Vous voyez, en 1948, Villeneuve. La guerre s'est terminée en 1945 et les premières caves construites, c'est 1948 et 1949. Vous voyez, donc il y a quand même quelques années avant que ça reprenne. Là, vous voyez, la Douce, il propose un plan qui est assez proche des caves que vous avez vues 3 diapos avant. On voit aussi apparaître d'autres architectes. François Boutillier, on y reviendra. Pierre Rieu à Roubia. En fait, donc, un routier Bouteiller construit une cave qui n'a rien d'extraordinaire, qui se rapproche également des bâtiments industriels. À Roubia, on est vraiment dans le classicisme industriel le plus total. Donc, en fait, c'est la seule cave que Pierre Rieu va construire ex nihilo. Après, il ne fera que des agrandissements. Et c'est ce même Pierre Rieu, d'ailleurs, qui est à l'origine de bagarres avec d'autres architectes, parce qu'il passe son temps à vouloir choper les chantiers de ses collègues. Il a réussi à mettre la main sur 2 chantiers en évinçant ses collègues, mais il a été rattrapé par la patrouille, et donc il a été condamné à abandonner. On retrouve ici René Villeneuve, pour la simple raison, c'est qu'avec son collègue Bress, c'est le seul qui va développer le régionalisme, avec 10 ans de retard quand même sur le Gard. Mais il va proposer des bâtiments intéressants. Ici, vous avez par exemple la cave coopérative de la Blanquette à Limoux, où vous avez un immense bâtiment avec un hall de travail énorme devant, cet avant-corps, et surtout la cave de Villeneuve-les-Corbières. C'est à l'époque une cave de pilote, et on a du mal également à imaginer qu'il s'agit d'une cave coopérative. On est vraiment dans le contexte néo-provençal, néo-régionaliste, vraiment appuyé. Et il va, pendant quelques années, 4 ans pour être précis, il va proposer des caves. Vous avez la cave de Montlore, donc au nord de la Larique, dans les Corbières. C'est un bâtiment avec un avant-corps extrêmement développé, avec cet arc surbaissé, et qui devance un bâtiment centré. Et ce qui est intéressant, c'est cet avant-corps avec façade bomblée que vous avez sur le côté. Et c'est exactement la même cave qu'il propose l'année suivante à La Roque, et donc dans l'Hérault, pas loin de Ganches. Et vous voyez, vous avez une similitude flagrante entre les deux. Alors la cave de Montlore, il la co-signe avec son ami Bress. On a la signature qui est à l'intérieur de la cave, et on a également ici la signature des deux sur le pied droit. Bress, lui, de son côté, il va proposer une cave un peu mascotte, mais c'est une cave de style régionaliste à Quintillon. Je ne sais pas si vous connaissez Quintillon, c'est dans les Corbières, c'est presque le Corbières. C'est un petit village de quelques dizaines d'habitants, et il a quand même réussi à leur vendre ce modèle de cave. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Elle est intéressante pour elle-même parce qu'on a vraiment tous les principes du régionalisme, mais pour un petit village comme Quintillon, ça faisait un peu bizarre. Villeneuve seul signe quelques réalisations intéressantes, notamment à Bassan, celle de Bassan qui ressemble fortement à celle de Villeneuve, que vous avez vu tout à l'heure. Et il a aussi produit en 1951 la cave de Saint-Nazaire. Là également, on aurait presque plutôt l'impression d'avoir affaire à une église qu'un bâtiment. Mais bon, vous voyez, on retrouve le style, la patte de Villeneuve, avec toujours ces séries de 3 arcs qui sont sa marque de fabrique, et notamment ici, ces arcs avec cet imposte à meneaux, ici,
Ça ressemble en fait à la porte de Bédillon que je vous ai montré tout à l'heure. Mais à partir de 1960, là aussi, la concurrence se développe. Il y a de plus en plus d'architectes qui arrivent sur le marché. Et donc, Villeneuve continue à travailler. Il s'est même associé à son fils. Mais ses productions deviennent très banales, en fait. Vous avez de nouveau des bâtiments industriels. Là, je vous ai montré pour la construction, c'est la salle d'embouteillage de Limoux. Ça, c'est le fils Villeneuve qui l'a construite. Là, on a du mal aussi à imaginer qu'on est dans un bâtiment industriel. Après, chacun apprécie plus ou moins l'ensemble. Enfin, François Bouteiller, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un ingénieur et qui a passé sur le tard son diplôme d'architecte. Mais en fait, son diplôme d'architecte ne lui sert pas à grand-chose dans la mesure où lui a décidé de simplifier l'architecture au maximum. Et ce qui donne des bâtiments qui sont parfois un peu bizarres. Vous voyez ici, Rayon Minervois, le projet qu'il avait, ça fait un peu stellaire. On a l'impression d'une soucoupe qui veut atterrir à tout prix à côté de la cave coopérative existante. Et vous voyez, il construit des bâtiments, ça, ces fenêtres superposées, plan carré, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et là, mais c'est une architecture qui est fonctionnelle, mais très froide. En fait, on se rapproche de plus en plus des standards qu'on trouve actuellement, c'est-à-dire qu'une cave coopérative, c'est quand même d'abord des cubes, et c'est de la tuyauterie, et donc on a de plus en plus de tuyauterie, c'est plus usine chimique que cave coopérative maintenant. Et Bouteiller a inauguré cette ère, et après, donc, voilà ce qu'on va retrouver. On n'a plus de construction nouvelle, mais on a des aménagements. Et comme à l'époque, dans les années 60-70, on produit beaucoup de vin, il faut le vinifier rapidement. Et vous avez donc des gens, la Douce ici, qui invente ces vinificateurs continus. Là, c'est le système Vico. Et vous avez Bouteiller qui a inventé ce système intéressant de cuves inversées, auto-nettoyantes. Tout ça est fait pour aller vite et pour traiter de très grands volumes. Et ensuite, voilà, on arrive maintenant à notre époque, on arrive à ce type de paysage, j'allais dire, de coopératif, c'est-à-dire des curés énormes. Et pour vous donner un exemple, si vous connaissez la cave actuelle de Lecate, c'est l'exemple type de la coopération moderne, c'est-à-dire, je vous disais, une usine chimique, c'est pas chimique, mais ça ressemble de plus en plus à une usine chimique, avec des tuyauteries partout, ça fait du bon vin, mais on n'est plus dans une œuvre architecturale, on est dans une unité de production. Donc voilà. Et là, à partir de là, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un avenir pour les caves? Certainement, je vous disais tout à l'heure que 80% du vin languedocien est produit par les caves, donc il y a un avenir, mais on s'aperçoit quand même que les crises viticoles n'ont pas disparu. On consomme aussi de moins en moins de vin, ça c'est aussi inéluctable. Les marchés se sont ouverts, donc là aussi l'Europe et surtout la mondialisation change la donne. Pour vous donner une idée, la cave coopérative d'Ouveillan, par exemple, exporte pas mal aux États-Unis. Le coût de transport étant tellement cher, puisque c'est du vin en bouteille, que maintenant ils envoient des gros bacs, une box de 1000 ou 2000 litres par bateau, et ils le mettent en bouteille sur place pour limiter les frais. Donc vous voyez, il faut s'adapter. On a eu aussi des révoltes. Bon, la dernière en date qui a laissé des traces, c'est le Montredon avec des morts. Mais on a aussi de plus en plus maintenant la reconversion des vignobles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à enrayer. Jusqu'où ça peut descendre, on n'en sait rien. Mais pour vous donner un exemple, il y a 40 ans, viticulteur arrivait à vivre correctement avec 10 hectares. Maintenant, le même viticulteur avec 30 hectares a du mal à s'en sortir. Donc vous voyez, le rapport a quand même beaucoup évolué. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, d'autant qu'on se retrouve avec des vins qui sont de plus en plus alcoolisés, donc qui se boivent moins. Donc voilà, j'ai un peu avancé. Mais tout ce qui se passe actuellement dans le monde viticole, ce sont des problèmes qui sont liés non pas à la surproduction, parce que maintenant c'est relativement maîtrisé. On aurait même peut-être, avec les crises le gel l'an dernier, des trucs comme ça, on a des baisses de rendement. Donc forcément,
il y a l'adaptation. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même en 20 ans arraché 160 000 hectares de vignes. Sur les 450 000 que comptait le vignoble, ça commence à faire énormément. Ensuite, les caves coopératives, c'est pas compliqué. Celles qui ont su prendre le virage de la qualité survivent. Les autres ont disparu. Enfin, quand je dis disparu, elles se sont regroupées, elles ont fusionné. Mais les caves qui n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles techniques, elles ont disparu et donc on se retrouve maintenant avec un nombre ridicule de caves. Je crois que c'est moins de 200 caves pour l'ensemble de la région. C'est quand même vraiment limité. Et ensuite, bon, la recherche de la qualité pour la production de vin est une chose. On a implanté des cépages nouveaux. Le seul problème, c'est que ces cépages, on est allé les chercher dans le nord de la France. Et quand ces cépages arrivent dans le Midi, ils sont un peu comme les gens. Dès que le mois de février est passé, ça commence à frétiller, on enlève les vêtements. Là, le cépage se réveille, il commence à sortir la tête, et au mois d'avril, il se fait cueillir par le gel. Donc, ce sont des cépages qui ne sont pas adaptés, ne sont plus adaptés. Et actuellement, l'INRA est en train de travailler sur des cépages plus résistants et surtout est en train d'essayer de voir comment ils peuvent adapter les cépages du sud de l'Espagne en France, puisqu'on arrive maintenant au climat. Le Languedoc arrive au climat que l'Andalousie connaît depuis quelques années. Enfin, voilà. Donc, tous mes remerciements pour votre patience. Et puis bon, je tenais aussi à remercier tous les personnels des caves. Ils m'ont laissé rentrer, ils m'ont montré leurs archives, ils m'ont tout ça. Donc c'est quand même une marque de confiance qui n'est pas toujours évidente. J'ai aussi été accueilli aux archives départementales, toujours avec le sourire, et ils m'ont ouvert les dossiers. J'ai retrouvé aussi un fonds, et c'est assez étonnant, un fonds sur les caves coopératives très intéressant à la commission archéologique et littéraire de Narbonne. Même le président à l'époque ignorait l'existence. C'est l'ancien archiviste des archives de Narbonne qui m'en a parlé. Donc, vous voyez. Merci en tout cas pour votre patience. Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet passionnant? Merci encore en tout cas, M. Sauger, pour le récit, pour toutes les informations. Pas de questions? Bon. Ben, merci encore à vous en tout cas.